Fennec plus Ultra, émission spéciale, Cannes 2025. La Coupe d'Afrique des Nations, les frères. J'ai l'impression que c'est demain qu'elle va commencer. Et s'il y a bien une compétition qui nous rend dingue, c'est celle-là. Assalamu alaikum, c'est Fennec plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo qui est assez particulière hein, finalement parce que c'est un nouveau format. Donc un format qui va se concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations, sur l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense qu'après cette vidéo, il n'y en aura pas d'autres sur la CAN avant que la CAN commence. Après, sauf exception exceptionnelle. Je pense que ça sera vraiment la première vidéo. Il faudra attendre 5 mois que la CAN commence pour que j'en fasse d'autres. Donc voilà, pour la petite présentation. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner mon top 5 des favoris selon moi à cette CAN. Et certains outsiders. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de fermé. Donc il y a moyen que vous me fassiez changer d'avis. Surtout qu'il n'est pas impossible que je me trompe. C'est-à-dire que moi... Pour ceux qui me connaissent, je parle que de l'équipe nationale et les footballeurs que je suis, ce sont que des Algériens dans leur club. Je ne regarde pas ce qui se passe en Afrique, je ne regarde même pas ce qui se passe dans le monde. Vraiment, je vais regarder les grosses affiches comme la finale de la Ligue des Champions, etc. Mais au cours de l'année, je vais vraiment regarder que l'actualité algérienne. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche. J'ai regardé les grosses nations africaines. J'en ai regardé d'autres aussi quand même mais c'est voilà, comme je me base sur les 10 derniers matchs de toutes les nations, et ben c'est possible que vous soyez pas d'accord et c'est possible que vous me corrigez, mais avec plaisir, n'hésitez pas parce qu'il y a quand même des équipes, enfin il y aura une équipe en particulier qui est un peu exotique dans ce top 5. Bah, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc en numéro 5, moi ce que j'ai mis c'est l'Afrique du Sud. Afrique du Sud entraînée par Hugo Bross, le Belge. Cette Afrique du Sud qui est plaisante à regarder et qui a une certaine logique. Et je trouve aussi que c'est une leçon de football pour les autres nations africaines. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, contrairement à l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, elle n'a pas de superstar dans son équipe ou elle n'a pas de joueurs évoluant dans des top clubs. Il n'y a pas un joueur qui vient de City, du Real ou autre, tu vois. Et malgré tout, ils ont des résultats qui sont exceptionnels. Donc sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite. 22 buts marqués pour 3 buts encaissés. Donc c'est vraiment bien. Vous allez voir qu'ils ont, il y a des nations que j'ai mis plus favoris qu'eux. Je vais vous expliquer pourquoi, mais vous allez voir que dans les résultats, ils sont meilleurs que certains d'entre eux. Donc vraiment, c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et en fait, comment on peut expliquer les résultats qu'ils ont? Parce qu'ils n'ont pas de superstar. Donc comment c'est possible? Ben, c'est simple, c'est ce que je disais. Il nous rappelle que le football, c'est avant tout un jeu d'équipe. Ils ont dans leur effectif 9 joueurs qui évoluent dans le même club, Mamelodi Sundowns. Donc là, ce club-là qui est un club d'Afrique du Sud. Tu as 9 joueurs qui jouent tout le temps ensemble. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que ils ont les mêmes entraînements, ils ont les mêmes automatismes, ils ont la même philosophie de jeu. Ça veut dire qu'au final, tu as une équipe qui peut jouer les yeux fermés ensemble, tu vois. Et donc, voilà ce qui explique en réalité les résultats qu'ils ont. Donc, voilà pour ce qui est des Bafana Bafana. Moi, je pense que ça mérite de les mettre dans ce classement. Il y en a qui vont dire non, c'est un peu trop. Moi je suis désolé, vous allez voir que ce qu'ils ont montré, ils n'ont pas à rougir hein. Franchement c'est une équipe à attendre. Donc voilà pour les numéros 5. On va passer au numéro 4. En numéro 4 j'ai mis l'Égypte. L'Égypte entraînée par Houssem Hassan. Cette équipe d'Égypte qui a un paradoxe, parce que contrairement au Bafana Bafana, l'Égypte, eux, ont des superstars. Ils ont Mohamed Salah, qui n'est pas à présenter. Ils ont Omar Marmouche, qui n'est pas à présenter. Et donc, avec 2 superstars comme ça, déjà, tu te dis qu'offensivement, ça va claquer du but. Et ils vont faire du sale. Ils vont vraiment faire du sale. Omar Marmouche, qui a cette année marqué énormément. Et donc, c'est logique de penser que l'Égypte, en tout cas offensivement, va marcher sur toute l'Afrique. Et en réalité, pas du tout. Déjà, pour ce qui est du bilan, sur les 10 derniers matchs, l'Égypte, c'est 7 victoires, 3 nuls pour 0 défaite.
Donc ils font comme les Bafana. Ils ont marqué 18 buts et ils en ont encaissé 6. Donc déjà, vous voyez, l'Afrique du Sud, c'est 22 buts pour 3 encaissés. L'Égypte, c'est 18 buts pour 6 encaissés. Vous voyez, quand je vous parle du fait de se connaître. Après, l'Égypte, c'est une équipe qui se connaît. Parce qu'ils ont la majorité de leurs joueurs qui évoluent en Égypte, donc dans le même championnat, qui se connaissent un minimum, qui pratiquent en tout cas le même football. Et en réalité, il devrait y avoir une certaine homogénéité, c'est-à-dire avoir une équipe qui savent jouer ensemble. Et puis en attaque, tu as Marmouche et Salah et qui plantent des buts. Et en fait, non. Le problème, c'est que par exemple, sur les 18 buts, pour que vous puissiez comprendre, Salah, il en a marqué que 4. Marmouche, il en a marqué que 2. En point de comparaison, Trezeguet, bien évidemment égyptien, Trezeguet, il en a marqué 6. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il fait mieux que Salah et Marmouche. C'est quand même incroyable. Donc il y a vraiment ce problème. Mais pourquoi je les mets du coup en numéro 4 de ce classement? C'est parce que vous savez qu'dans une compétition, on ne montre jamais le même visage. Le bon exemple, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a très mal commencé et puis a joué avec le cœur et ils sont allés chercher cette CAN. Vous voyez? Et ben c'est un peu ça. En fait, la compétition, ça révèle certains joueurs, ils ne donnent pas la même chose, ils se surpassent. Et je me dis que si Salah et Marmouche pendant cette CAN se réveillent, mais ils seront imbattables. Ils seront imbattables parce qu'ils ont une équipe qui font preuve d'abnégation. Donc si leurs attaquants font le travail, ça va être très difficile de battre l'Égypte. Et je le rappelle, hein, je crois que c'était... non, c'était pas la dernière CAN, l'avant-dernière CAN où ils avaient été finalistes. Hein, donc non, l'Égypte, grosse nation de toute façon, peut-être même la plus grosse nation africaine de football. C'est donc de base, de par leur statut, on les connaît et c'est pas une équipe à négliger. Mais en plus de ça, ils ont une armada offensive qui fait qu'ils sont logiquement dans ce classement, dans mon top 5 en tout cas. En numéro 3, j'ai mis le Nigeria. Alors le Nigeria, c'est pareil, c'est une artillerie lourde, mais une défense qui voilà, a recadré. Voilà, défensivement, ça manque de solidité. Mais comment tu peux ne pas mettre le Nigeria dans les favoris quand tu vois la qualité des joueurs qu'ils ont? Lookman, Boniface, Chukwueze, Osimhen, c'est monstrueux. C'est monstrueux, moi, quand je vois la feuille de match, ça fait flipper. Mais encore une fois, ils ont des qualités individuelles, mais il faut qu'ils se trouvent. Il faut qu'ils arrivent à créer ça. J'ai l'impression, en tout cas, sur les 10 derniers matchs, que ça a commencé à se trouver un petit peu. Ils ont parfois été dans la réaction hein, lors de leur match. Mais je pense qu'il va falloir compter avec eux dans cette CAN. Pour la petite stat, hein. Alors déjà, j'ai oublié de préciser, ils sont entraînés par Eric Schell. Eric Schell qui fait du bon travail en réalité depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe nationale. Et pour ce qui est des stats, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires pour 4 nuls et une défaite. Donc, vous voyez déjà quand on compare aux deux autres, c'est pas trop ça. Ils sont à 14 buts inscrits pour 9 buts encaissés. Et en fait, c'est ce que je dis, défensivement, il faut recadrer ça. Il faut recadrer ça. Pour ce qui est de l'attaque, je m'en fais pas. Osimhen, je pense, comme d'habitude, il va répondre présent et ça va faire beaucoup de mal. J'ai vu les actions, j'ai vu certaines actions, etc. C'est agréable à regarder quand c'est les phases offensives et c'est des réglages. Mais je pouvais décemment pas, avec ce que j'ai vu, les mettre 4e ou 5e. Et c'est vraiment avec ce que j'ai vu, avec le peu que j'ai vu, hein, comme je vous ai dit. C'était vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose. Après, c'est bien évidemment un top qui reste hyper subjectif. Donc voilà, pour ce qui est des numéros 2. Numéro 2, je pense que de toute façon, numéro 2 et numéro 1, tout le monde sera d'accord. En numéro 2, j'ai mis le Sénégal, entraîné par Pape Thiaw. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous m'excuserez. Sénégal, c'est l'une des équipes les plus solides d'Afrique. Et c'est l'une des plus... Bah, je pense que c'est l'équipe qui est au-dessus en Afrique actuellement. Pour être totalement honnête avec ce qu'ils montrent. Ils sont bons en attaque, ils sont bons en défense et ils sont bons au milieu de terrain. Après milieu de terrain, il y a quelques petites choses à améliorer. Mais c'est vraiment très léger.
Mais c'est l'équipe la plus complète avec... ils ont tout en fait, des individualités, ils savent jouer ensemble. Et ils sont pour moi logiquement favoris. Je les ai mis en numéro 2. Vous comprendrez après pourquoi je les ai pas mis en numéro 1. Je les ai mis en numéro 2, mais vraiment, les Lions de la Teranga, moi je les attends. Je les attends vraiment lors de cette CAN. Pour présenter un petit peu le Sénégal, pour la situation, il y a le Kamane. Donc le Kamane qui ne fait pas l'unanimité. Il y a une partie des Sénégalais qui veulent le voir dehors, une autre partie qui disent c'est un monstre, c'est impossible de mettre Mané sur le banc ou de ne pas le convoquer. Et je pense réellement que cette CAN peut être vraiment révélateur ou en tout cas décisif pour son avenir en sélection. C'est-à-dire que s'il passe à côté de cette CAN, je pense qu'on ne verra plus Mané en sélection et qu'il ne disputera pas la Coupe du Monde qui arrive. S'il passe à côté de cette CAN, il y aura l'unanimité sur le fait qu'ils doivent sortir. On connaît, nous, en Algérie, un petit peu le même cas avec Riyad Mahrez. Donc on verra. On verra pour ce qui est de Mané. Mais après Mané, ça reste Mané. Donc impatient de voir ce qu'il va donner. Et surtout quand tu sais qui est à côté de Mané. Quand tu sais qu'à côté de lui, tu as Nicolas Jackson de Chelsea et Lamine Camara de l'AS Monaco, ça donne le tournis. Lamine Camara milieu de terrain et Nicolas Jackson en attaque. Ça fait peur. C'est vraiment déjà un trio déjà qui peut faire des étincelles. À voir si le Sénégal va confirmer. En tout cas, moi, je suis impatient de les voir. Pour ce qui est des... J'ai pas donné les stats sur les 10 derniers matchs. Sur les 10 derniers matchs, ils ont inscrit 16 buts et ils en ont encaissé que 3. Donc, on voit que ça plante et ça en encaisse pas beaucoup. On se rappelle que dans les 10 derniers matchs, hein, il y a eu le match contre l'Angleterre. Ils ont tapé l'Angleterre 3-1. Donc, il n'y a pas eu que des matchs faciles. Il y a une confirmation à l'échelle internationale contre un gros mondial, j'allais dire d'Europe, mais mondial. Hein, l'Angleterre, c'est quelque chose dans le football. Donc voilà pourquoi je pense que les Sénégalais seront attendus. Et je pense que cette CAN va être très difficile pour les Sénégalais. Parce qu'ils vont être tellement attendus que tout le monde va jouer bloc bas, je pense, contre eux. Et donc ça va être peut-être assez difficile pour eux. Les matchs les plus faciles pour les Sénégalais, je pense que ça sera contre des équipes comme l'Algérie, des équipes qui ont l'habitude de jouer au ballon. Et donc il y aura plus d'espace. Je pense que ça sera plus facile. Mais sinon, contre les autres équipes, il va falloir vraiment serrer les dents. Donc voilà, on va arriver bien évidemment aux favoris des favoris. Le Maroc, pour moi, c'était logique de les mettre en numéro 1. Pourquoi ? Ça reste les demi-finalistes de la Coupe du Monde. Ça reste une équipe qui ont des grosses individualités. Ça reste une équipe qui font leurs résultats. Ils peuvent compter sur Achraf Hakimi. Ils peuvent compter sur Yacine Bounou. On l'a vu avec la Coupe du Monde des clubs. Il est incroyable ce goal. Ils ont aussi des jeunes prometteurs. Adam Aznou, Bilal El Khannous. Donc, c'est une équipe qui logiquement a des résultats. Et qui logiquement, je pense, va faire quelque chose lors de cette CAN. Pour les chiffres, pour les stats, pour que vous puissiez peut-être un peu comprendre le niveau, c'est 10 victoires sur les 10 derniers matchs. 10 victoires sur les 10 derniers matchs. 33 buts inscrits pour 3 encaissés. Donc là, on voit que là, c'est stratosphérique. Mais attention, et là, je vais vraiment, les frères marocains, attention. Pourquoi ? Parce que à l'inverse d'un Sénégal, par exemple, qui a joué contre l'Angleterre, les adversaires du Maroc ont été vraiment des adversaires qui étaient prenables. Donc ça peut être un feu de paille. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention. Et ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a eu des matchs, par exemple, notamment les qualifications en Coupe du Monde. Il y a eu une majorité de matchs qui a été fait à domicile. Et ça veut dire que c'est un environnement favorable. Et donc du coup, tous ces trucs favorables, ça peut être un arbre qui cache la forêt. Et il faudra faire attention à cette CAN. Parce qu'à cette CAN, vous serez attendu, pas par les autres, hein, mais déjà par le peuple marocain. Et il va falloir déjà gérer cette pression qui va être énorme. Quand tu as 10 victoires sur les 10 derniers matchs avec 33 buts inscrits, moi je suis marocain, je me dis mais il faut qu'on marche sur tout le monde. Et si tu prends pas ça en compte, ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'environnement favorable, tu peux être choqué de ne pas dominer comme tu as pu dominer.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment ça qu'il va falloir faire attention. Les Marocains, je pense que le seul ennemi des Marocains, ça peut être l'état d'esprit. Vraiment l'état d'esprit qui peut être un peu trop facile. Et en réalité, c'est pour ça que c'est bien de faire des matchs contre des gros, d'aller à l'extérieur, d'aller dans des endroits un peu difficiles. Pourquoi? Parce que c'est dans l'adversité que tu peux souder un petit peu un groupe. Que tu peux vraiment... C'est quand tu vas à la guerre que tu soudes un groupe. Et j'ai l'impression que cette équipe du Maroc, la dernière fois qu'elle était en guerre, eh ben, c'était à la Coupe du Monde. J'ai vraiment cette impression-là. Et donc, j'espère en tout cas pour eux qu'ils vont réussir à garder un vrai état d'esprit guerrier. Je pense qu'ils l'auront pour la CAN. Tu es à la maison et tout, tu es obligé d'avoir cet état d'esprit-là. Mais surtout, qu'ils ne vont pas flancher. C'est-à-dire que si tu tombes contre une équipe, tu penses que ça va être facile parce que ça a toujours été facile en Afrique, et que tu perds 2-0, c'est possible, hein, les frères. En Afrique, ça va très vite. Et tu te fais prendre 2-0, arriver à remonter. Voilà. Je vais prendre un point de comparaison. L'Algérie, quand on a joué contre la Suède, s'il y a bien un point rassurant, vous allez voir qu'après, je vais parler de l'Algérie, mais vous allez voir qu'après, moi, je ne vais pas de main morte avec mon équipe nationale. Mais en tout cas, s'il y a juste un point positif à retirer de ce match-là, c'est que dans l'adversité, on a vu les joueurs, qu'ils aient été bons ou mauvais, se battre. Les joueurs qu'on a le plus critiqués, c'est Benrahma, Mahrez, parce qu'ils ne se sont pas battus. Ils rigolaient, ils n'en avaient rien à faire. Mais les autres, qui étaient sur le terrain, Benasser qui a été très mauvais, mais il s'est battu. Ben Taleb a été excellent, il a fait une rentrée excellente, mais on voyait qu'il avait faim. Farsi, qui a été pas au top, mais il s'est battu. Et donc on a vu des bonnes choses à ce niveau-là, un état d'esprit. Et en fait, c'est cet état d'esprit que devra avoir le Maroc si elle veut gagner chez elle. Je pense que ça dépend que de ça pour moi. Donc voilà. Voilà pour mon top 5. Je pense que ça va faire peut-être réagir. Hein. Parce que dans ce top 5, il manque vraiment des grosses nations et pas n'importe lesquelles. Mais ces grosses nations, je pense qu'on va retrouver dans mes outsiders. Et pour commencer, en outsider, j'ai mis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je l'ai mis pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est les champions d'Afrique en titre. Et normalement, rien que pour ça, tu les mets dans le top 5. Mais avec ce qu'ils ont montré, avec ce que j'ai vu, en tout cas, sur les 10 derniers matchs, je parle vraiment du contenu que j'ai pu voir, etc. C'est pas au niveau de la Côte d'Ivoire. En fait, moi, je suis resté à cette Côte d'Ivoire qui est au-dessus du lot. Peut-être que c'est pour ça que je les ai pas mis. Dans le sens où moi je suis encore dans les Didier Drogba, etc. C'était au-dessus du lot. Et ensuite après aussi il y a eu une grosse génération juste après Didier Drogba, ils sont quand même restés au-dessus. Mais là j'ai vraiment l'impression que ça descend. Il y a une baisse de régime au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, hein. Ils ont gagné cette CAN, mais avant de la gagner, c'était très compliqué. Ils ont failli sortir en phase de poule à la maison. C'est ouf quand même. Pour parler stats, et ça va me donner raison, je pense. Sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 1 nul pour 2 défaites. 2 défaites, c'est beaucoup. Ils ont inscrit 15 buts, ils en ont encaissé que 3. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont des excellents joueurs, mais leurs excellents joueurs sont partis dans les pays du Golfe. Donc ils ont quelques jeunes, ils ont quand même une logique de jeu qui peut faire, qui vont faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose à cette CAN, parce qu'ils ont des jeunes et des vieux. Le mélange des deux peut donner quelque chose d'excellent, surtout que leurs vétérans, c'est vraiment des vétérans qui ont prouvé ça, c'est des vétérans qui ont joué au FC Barcelone notamment, etc. Donc qui connaissent les compétitions et surtout qui connaissent le haut niveau, et mélangé avec des jeunes qui sont encore en Europe et qui ont quand même des grosses qualités, ils peuvent faire quelque chose à cette CAN. Mais maintenant, je trouve que c'est pas suffisant pour les mettre comme favoris. Voilà pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Pour le deuxième pays outsider pour moi, j'ai mis le Cameroun, logiquement. Alors le Cameroun avec l'Égypte, je pense que c'est les deux pays qui ont la plus grosse histoire en termes de football africain. Le Cameroun, ça va aborder cette CAN avec un esprit revanchard, je pense. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 6 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. 4 matchs nuls, il faut voir, j'ai vu sur les 10 derniers matchs, ils arrivent à faire match nul contre l'Eswatini.
Les Swatini, les frères. C'est irrégulier, en fait, c'est vraiment ça le Cameroun. C'est irrégulier, c'est 15 buts et 4 buts encaissés. Ils peuvent le faire, c'est pour ça qu'ils sont en outsider. Ils peuvent le faire, mais on est loin du Cameroun d'antan. On est loin du Cameroun qui faisait peur. Maintenant, le Cameroun, tu es obligé de compter avec eux parce que même quand ils sont mauvais, ils sont présents. Même quand ils sont mauvais, ils peuvent aller chercher quelque chose. C'est ça qui est, j'ai envie de dire, même limite saoulant avec cette équipe, c'est que tu peux jamais les enterrer, frérot. Tu peux jamais enterrer le Cameroun. Et donc, c'est logiquement qu'ils sont au moins dans cette liste d'outsiders. Mais je me voyais pas les mettre dans les favoris. D'ailleurs, dites-moi, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire, si vous les voyez en favoris, du coup, à la place de qui? À la place de qui? Moi, franchement, je vois pas. Et bien évidemment, pour clôturer cette liste d'outsiders, c'est l'équipe nationale algérienne, l'équipe d'Algérie. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans les stats, sur les 10 derniers matchs qu'on fait, on marque 29 buts et on en encaisse 8. 8 buts, c'est énorme. Quand on compare un petit peu avec ce qui a été fait dans les autres nations qu'on a citées, en règle générale, c'est 3-5 buts qui prennent les autres. Nous, 8 buts, c'est pratiquement un but par match. C'est énorme en réalité, c'est énorme. Après, il y en a qui vont me dire, oui, sur les 10 derniers matchs, ça fait un peu rien dire parce qu'on en a pris 4 contre la Suède. Mais les frères, c'est révélateur. C'est révélateur, c'est encore plus révélateur. Pourquoi? Parce que à part la Suède, il y a qui pouvait nous effrayer? Personne. On a joué contre des peintres en général. Sans vouloir manquer de respect à personne. Voilà, je vais dire les termes parce que je suis un peu énervé. Avec cette équipe nationale en ce moment à cause de Petkovic, ça m'énerve. Ça me tend quand j'en parle. Mais on a joué contre des peintres. La seule équipe qui a un minimum de challenge, on prend 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps. Et je vais vous rappeler un petit peu ce match, les frères. Ce match, en réalité, wallah, ce match et le match du Mozambique, pour moi, c'est les deux matchs les plus révélateurs. C'est les plus révélateurs. On va aller déjà sur la Suède, les frères. Sur la Suède, on prend 4-0 à la mi-temps. Petkovic, il fait quoi comme remplacement? On pensait tous, logiquement, que à la mi-temps, il y allait avoir des changements. Il y a eu 0 changement. Petkovic, avec son charisme d'huître périmé, il a voulu avoir un discours dans les vestiaires. Tout ce qu'il a su dire, c'était... Tout ce que les joueurs ils ont dû entendre, c'était « Giogatore, giocatore ». Ça me tend, je suis désolé. Mais on a vu que ça n'a rien changé. Ce gars-là n'a pas de personnalité, il n'a pas de charisme. C'est un mec qui chuchote. On a besoin de coups de pression. Un Vaïd Halilhodžić à la même mi-temps, il met un coup de pression, il fait 3 changements. Et il peut sortir une phrase du style « Toi, avec ce que tu as fait, oublie la sélection nationale. » Il faut que ça marche comme ça en équipe nationale. Il faut mettre des coups de pression. Il faut qu'à chaque match, tous les joueurs, ils se disent « Je joue ma place. Je me donne à 200%. » Wesh, comment c'est possible? Tu sors du match, t'es sur le banc, tu rigoles. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, les frères. Moi, je regarde les faits. Je parlais aussi du match contre le Mozambique où on gagne 5-1. Pourquoi il est révélateur? Pourquoi il est révélateur? On a par exemple, contre le Mozambique, on a aussi Riyad Mahrez. Mais c'est pas le même Riyad Mahrez. À ce moment-là, contre le Mozambique, Riyad Mahrez, il est en forme physiquement. C'est le moment où il a encore son coach personnel, etc. Et on voit ce que ça donne. Il faisait plaisir. Les replis défensifs, etc. Je vous invite à revoir le match. Vous allez être choqués. Il a récupéré des ballons. J'étais choqué. Non, Riyad Mahrez a fait plaisir ce jour-là. Comment c'est possible? Contre le Mozambique, tu arrives à faire du sale et contre la Suède tu n'y arrives pas. Il y a 2 explications. C'est une des deux explications. Soit la première, t'as pas envie, c'est-à-dire que tu étais chaud à ce moment-là parce que tu avais ton coach, etc. Tu cherchais ta coupe pour ton club et c'était tout ce qui te motivait. Et la sélection nationale, t'en as rien à péter. Et donc aujourd'hui, vu que la coupe tu l'as eu, bah quand tu joues contre la Suède, t'es naze. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, t'as pas le niveau. C'est-à-dire que t'as le niveau contre le Mozambique, mais t'as plus le niveau européen. Quand on te met contre la Suède avec des joueurs européens, quand c'est en place tactiquement, quand il y a une intensité, et ben là, il n'y a plus personne. Quoi qu'il en soit, hein, l'un dans l'autre, il faut le virer de l'équipe nationale. L'un dans l'autre, c'est fini Mahrez. Wallah, c'est fini Mahrez. Ensuite, la deuxième chose,
Deuxième joueur sur qui je voudrais revenir. Kendoussi. Kendoussi, je t'ai promis quand j'ai vu sur la liste, c'est qui lui? Pourquoi? Pourquoi? On n'a personne d'autre. Surtout, c'était par rapport à Titraoui, tu vois. Mais pourquoi? Voilà, il m'a fermé ma bouche. Kendoussi m'a fermé ma bouche. Il a été excellent ce match-là. Un autre sur qui j'aimerais aussi revenir, Guendouzi. Guendouzi contre le Mozambique, il est titulaire. Les frères, j'ai fait une vidéo sur les gardiens. Je parle statistique et je dis que Guendouzi, c'est 54% de chance d'arrêter un ballon sur une frappe cadrée. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, il y a possibilité, si tu cadres tes frappes, une fois sur deux, tu marques un but à Guendouzi. C'est énorme. Et la preuve avec ce match, c'est pour ça que je fais un petit focus aussi sur lui. Sur ce match, le Mozambique, ils ont 3 frappes, ils en ont cadré 2 et ils ont marqué un but. C'est QFD, comme on dit. C'est ça. Voilà. Comment c'est possible que moi, qui suis juste un fan de l'équipe nationale, je ne suis pas un expert, je vois ce genre de petites choses. C'est pas normal qu'à l'échelle professionnelle, cet entraîneur ne voit pas ces choses-là. Son entourage, c'est-à-dire son staff technique, ne voit pas et ne constate pas ces choses-là. Il y a un problème quelque part. Et c'est pour ça qu'on n'est pas favori. C'est-à-dire qu'après le Mozambique, cette équipe-là, avec ce mental, avec cette abnégation, avec ce collectif et avec ces choix de coach qui sont pertinents et logiques, mais on peut la chercher, la CAN. Il n'y a pas de problème. On est dans les favoris et de loin, tu vois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, par exemple, il met Hadjam à droite, c'était une très bonne idée. Pourquoi tu ne le reconduis pas? Pourquoi tu ne fais pas des tests? Il revient sur ce qui marchait pour faire des choses qui ne marchent pas. Et je vous le dis, contre la Suède, c'était son équipe type. Je l'avais dit avant le match, je l'avais dit bien avant. On parlait, les frères, du rassemblement Rwanda-Suède. Moi, j'ai dit, moi, je m'en fous du match du Rwanda. Rien à faire. Le vrai test, c'est contre la Suède. Et contre la Suède, il veut gagner. Il l'avait dit. Il voulait gagner. Et après match, il l'a dit. C'était pas un match amical, c'est ses mots à lui. Donc ça veut dire que le 11 de départ, c'était le 11 dans sa tête et ça fait peur. Ça fait peur, les frères. Donc on ne peut pas être favori. Maintenant, il n'y a pas que du négatif dans cette équipe nationale. Il y a aussi beaucoup de positifs. Notamment dans l'aspect offensif. Amora, Gouiri, il n'y a pas beaucoup de nations qui ont des joueurs de cette qualité. Et Amora Gouiri, aujourd'hui, je le dis, je le pense. Je préfère avoir Amora Gouiri en équipe nationale que par exemple Marmouche et Salah. Pourquoi? Je parle du rendement en équipe nationale. C'est-à-dire que c'est de gros monstres, Marmouche et Salah, et certainement qui sont à l'heure actuelle meilleurs que les deux attaquants algériens. Mais force est de constater qu'en club, ils montrent quelque chose et en équipe nationale, ils montrent autre chose. Gouiri et Amora sur les derniers rassemblements, sauf pour la Suède pour Gouiri, mais dans les derniers rassemblements, c'est monstrueux. On peut compter sur eux, c'est incroyable. Ils font la différence, ils sont stratosphériques. Là, on a la chance d'avoir cette attaque-là. Ce qui gâche tout, c'est peut-être Mahrez à droite. Ça serait bien d'avoir Hadj Moussa qui, normalement, pour ceux qui ne savent pas, pourrait signer au Benfica. Il y a une offre qui devrait arriver, une dernière offre de 20 millions plus 3 de bonus. Donc, un Hadj Moussa au Benfica Lisbonne titulaire, je pense que ça redistribue réellement les cartes pour le coup avec Mahrez. Parce que là, Mahrez, t'as beau être un ancien joueur de Manchester City, ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu as un certain âge et tu as un jeune qui est au plus haut niveau pour le coup. Tu vois. Donc ça, on espère. Hein. Faites des doigts pour qu'il signe là-bas, les frères. Voilà, parce qu'il faut qu'il signe là-bas pour redistribuer les cartes. Milieu de terrain, c'est magnifique. On a Abdelli, on a Maza. Là, je parle en termes de numéro 10. Abdelli Maza, pour moi, c'est du très haut niveau. Et ça en arrive au point où ça met Awar. Pour moi, hein, je parle pour moi. Awar en 3e position. Je préfère en numéro 10 avoir un Maza ou un Abdelli. Awar, c'est pas assez complet pour moi. Alors, bien évidemment que balle au pied, c'est incroyable. Mais en fait, sans ballon, Awar, c'est très compliqué, je trouve. Si tu veux jouer à 10 contre 10 sur le terrain avec tout le monde de concerné, tu peux pas mettre Awar. Awar, tu le mets contre les petites équipes africaines, mais quand tu vas avoir des matchs à haute intensité, où il va falloir faire les replis défensifs, où il va falloir mettre des coups d'épaule, etc., il n'y a pas photo. Maza, Abdelli, physiquement, c'est quelque chose.
Voilà, il joue avec le corps et c'est quelque chose. Tu les bouscules pas. Maza, il perd pas le ballon. Abdelli, on dirait pas comme ça, mais c'est un petit monstre, tu vois. Milieu défensif, Bentaleb, Boudaoui, Chitraoui qu'il faudrait convoquer, lui donner sa chance, ça fait plaisir. Défenseur gauche, arrière gauche, Ait Nouri, Hadjam, il y a personne, je pense, en Afrique qui peut se vanter d'avoir 2 arrières gauche comme ça. Défenseur central, on a Ben Sebaini. Mendy n'a plus le niveau, mais il faut le garder juste pour le banc, juste pour l'état d'esprit. Madani, Tougaï, c'est dehors. Ramène-moi Nahir. Il y a Chergui qui passe en Ligue 1. Ramène-moi Chergui. On va le tester. Il y a 2 ans, meilleur défenseur de Ligue 2. Je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc ramène-moi Chergui. Là, il y a une concurrence là, qui commence à se dessiner. Si les deux confirment en équipe nationale, il y a une concurrence en défenseur central. Ça veut dire que t'as même plus de problème défense centrale. Ça serait incroyable ou pas, les frères? Et après, on a un petit problème arrière droit. Pour moi, selon moi, Attal, il est là, mais tu ramènes 2 arrière droits. T'es obligé. T'es obligé de prendre un Farsi, t'es obligé de prendre un Dorval. Il faut lui donner sa chance aussi à Dorval. Donc, il faut prendre un Dorval aussi. Et après, en termes de gardien, tu prends 3 autres gardiens. Enfin, Ben Bot, moi, je serais pour qu'on le garde. Ben Bot, moi, dernier match qu'il a fait, il m'a satisfait. Mais au pire des cas, tu prends 3 autres gardiens, 3 nouveaux gardiens. Tu prends Yesli, 2 gardiens du championnat algérien. Et là, ça y est, et ça peut y aller. Et franchement, en faisant ça, wallah, tu peux même mettre l'Algérie dans les favoris en réalité. Mais à l'heure actuelle, avec Petko nul, tu vas nulle part. Donc voilà les frères, pour mon analyse en tout cas, des favoris, des outsiders et de l'équipe nationale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine pour ce format, donc à la CAN. Et sinon à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Fennec Plus Ultra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.